On imagine toujours l'Afrique du Sud comme un pays divisé entre noirs et blancs. 24 millions de noirs dominés par 5 millions de blancs, et on imagine que ces blancs sont une société homogène. En réalité, elle ne l'est pas. Les blancs sont également divisés entre eux. D'un côté, il y a les Anglais qui ont longtemps dominé le pays, et puis de l'autre, majoritaire, il y a les Afrikaners, généralement d'origine hollandaise, qui ont repris le pouvoir politique aux Anglais il y a une quarantaine d'années. Les Afrikaners, d'ailleurs, ont gardé rancune à leurs anciens oppresseurs anglais, ce qui ne les empêche pas aujourd'hui de pratiquer l'oppression à leur tour à l'endroit des Noirs, parce que ce sont eux, les Afrikaners, qui sont responsables de la politique raciste actuelle du pays. Aujourd'hui, les Afrikaners sont cependant divisés. Il y a les fanatiques, il y a également les angoissés. Je me trouve dans une drôle de situation. Il y a beaucoup de gens dans l'établissement afrikaner, dans le lager afrikaner, qui me regardent comme un trait. André Brink, écrivain et professeur d'université, est un révolté au sein de la communauté blanche d'Afrique du Sud. Eugène Terreblanche est un farouche partisan de la ségrégation raciale, de l'apartheid. Pour lui, les Noirs appartiennent à une race inférieure qui n'a aucun droit sur l'Afrique du Sud. Il faut donc trouver une solution, trouver la coexistence, trouver une évolution démocratique dans ce pays au lieu d'une révolution. Louis Pinard défend la ligne officielle du gouvernement, dont il fait partie à titre de gouverneur de la Namibie, ce territoire occupé par l'Afrique du Sud. 3 hommes, 3 blancs, 3 visions différentes de l'avenir d'un pays qui vit une période troublée. Tous les 3 sont des Afrikaners, des descendants des colons hollandais et des huguenots français qui arrivèrent en Afrique du Sud dès le XVIIe siècle. À l'époque, ces protestants fuyaient la persécution religieuse en Europe. Ils sont devenus des boers, le mot hollandais pour désigner les agriculteurs. Leurs descendants estiment aujourd'hui que ce territoire leur appartient, qu'ils ont autant de droits historiques que les Canadiens peuvent en avoir sur une partie de l'Amérique du Nord. Les Afrikaners sont peu nombreux, à peine 2 400 000. Mais ils détiennent la presque totalité du pouvoir politique et militaire en Afrique du Sud. Ils sont en train de reprendre les leviers économiques aux Anglais, qui sont un peu moins nombreux, mais qui dominèrent pendant longtemps le pays. Aujourd'hui, les Afrikaners représentent 60% de la population blanche, mais seulement 10% de la population totale qui est majoritairement noire. Ce restaurant de Johannesburg offre l'image traditionnelle de l'apartheid quotidien. Les Noirs sont à la cuisine, les Blancs dans la salle à manger. Ce qui déconcerte plus encore l'étranger, c'est l'insouciance apparente des Blancs devant la gravité de la situation dans leur propre pays. Je suis convaincu que la plupart des Blancs en Afrique du Sud ne se rendent pas encore compte de la gravité de la situation. Ils ne savent pas, parce qu'ils ne voient pas personnellement ce qui se passe. Ils n'ont aucun moyen de se rendre compte de ce qui se passe dans les townships noirs. André Brink vit dans la petite ville universitaire de Grahamstown où il enseigne la littérature, une charmante petite ville qui fait davantage penser à la Suisse qu'à l'Afrique. Jusqu'à l'âge de 25 ans, il croyait, comme il l'a écrit lui-même, que les différentes races avaient été ordonnées par Dieu et qu'elles étaient le résultat de la malédiction des enfants de Canaan et du désordre de Babel. Ce n'est qu'en 1960, lors du massacre de Sharpeville, qu'il découvre l'horreur de l'apartheid. Cette découverte de l'injustice, il va la transposer dans ses romans. Pour lui, l'apartheid est une perversion de la société afrikaner. Il faut, dit-il, que les Blancs retrouvent leurs esprits pour rétablir une relation normale avec les Noirs. C'est une question de survie. Comme toutes les villes blanches d'Afrique du Sud, Grahamstown a son ghetto noir. Les Blancs ne s'aventurent jamais ici, sauf la police et l'armée qui répriment brutalement toute manifestation politique. La plupart des Blancs n'ont aucune idée de la façon dont vivent les Noirs. Moi, j'ai au moins l'occasion, à travers des amis noirs qui habitent là, de voir, un peu à l'écart, mais de voir quand même intimement ce qui se passe, de ressentir ce qu'eux ressentent. Et je sais très bien que même les gens de bonne volonté parmi les dirigeants du pays ne savent pas ce qui se passe. Et aussi, et ça c'est malheureusement très vrai, ne veulent pas savoir ce qui se passe. Les autorités accusent les pays étrangers d'attiser le feu en Afrique du Sud en se mêlant de ce qui ne les regarde pas. Louis Pinard, qui est pourtant considéré comme un modéré au sein du gouvernement, partage ce point de vue. Comme vous le savez, cette situation peut être exploitée par les gens de l'extérieur.
par une ingérence politique de l'extérieur. C'est exactement ce que nous éprouvons à l'heure actuelle avec les émeutes qui ont eu lieu dans les villes, dans les zones noires. Même vos amis, vos plus grands amis, les États-Unis, vous abandonnent un petit peu. Je sais, je comprends. Mais il faut savoir que nous sommes sous pression de l'extérieur et c'est le but était certainement la déstabilisation de l'Afrique du Sud, la déstabilisation politique de l'Afrique du Sud pour promouvoir un esprit révolutionnaire qui servait qui servira qui servira certainement certaines puissances de l'extérieur. Quand il parle des puissances de l'extérieur, les dirigeants sud-africains visent avant tout l'Union soviétique et ses alliés. Le communisme est un épouvantail très pratique que le gouvernement utilise pour expliquer la moindre revendication, la moindre manifestation. Louis Pinard croit cependant qu'il faut dialoguer avec les dirigeants de la majorité noire, mais il refuse de préciser avec lesquels. Je crois que c'est possible à établir un régime où tout le monde va participer, mais pas dans le sens d'un parlement suprême, ou seul parlement suprême, mais la coopération entre différents parlements dans, dit-on, une fédération, dans, dit-on, une confédération. C'est une question de rédaction, c'est une question de compromis, c'est une question pas à nous, les Blancs, à dire aux autres d'accepter, mais à nous à dialoguer avec les autres et arriver à une résolution. L'idée même de négocier avec les Noirs répugne à certains secteurs de la population afrikaneur. On retrouve cette attitude en particulier chez les fermiers blancs du Transvaal et de l'État libre d'Orange. Eugène Terblanche est le leader de ce noyau dur. Ik denk dit is onmoontlik om enige vorm van machtsdeling tussen zwart en wit daar te stel. Inteendeel, ek dink dit is onmoontlik om enige vorm van machtsdeling tussen verskillende volkere op een grondgebied als 'n oplossing te sien. Eugène Terblanche est à la tête d'une petite organisation politique qui accuse le gouvernement d'être trop mou à l'égard des Noirs et de conduire le pays à la catastrophe. Ces discours incendiaires n'attirent pas de grandes foules pour l'instant, mais plus la situation s'aggrave, plus ses partisans sont nombreux. Ek dink die regering is besig om omstandighede te skep waarbinne die bloedigste revolusie ooit gaan plaasvind. Ek verstaan swart mense. Ek praat ook die swart mense se taal. Ek het saam met swartes groot geword. Ek haat nie die swart man nie. Ek verag hom ook nie. Ek is net bewus daarvan dat daar 'n baie groot verskil tussen hom en die wit man is. Les romans d'André Bring analysent les rapports étranges qui se sont développés entre les Blancs et les Noirs. Il explore la psychologie de ces deux peuples, de ces deux solitudes qui ont bâti l'Afrique du Sud ensemble. Et il croit que tout n'est pas encore perdu. Je crois qu'il y a au moins deux choix possibles ou deux réponses possibles parmi les Afrikaners. Il y a dans beaucoup d'entre eux une sorte de complexe Massadar, comme chez les Juifs d'autrefois, qui dirait que plutôt mourir que d'adapter. Mais je crois que justement, à cause d'une histoire de 300 ans d'adaptation aux demandes, aux réalités du pays et du continent, il y aura beaucoup d'Afrikaners dans une telle situation qui choisiront de s'adapter, de collaborer, de coopérer avec la majorité noire afin de survivre, quand il est vraiment une question de survivre ou de mourir. Le jour, l'Afrique du Sud n'a pas l'air de vivre sous le régime de l'apartheid. Noirs et blancs se mélangent dans la rue et au travail, même si dans les usines et les mines, les Noirs sont au bas de l'échelle et les Blancs au poste de commande. Mais dans les faits, chacun vit de son côté, séparé par des barrières infranchissables établies par les Blancs. Le gouvernement actuel est prêt à faire quelques réformes, mais il ne veut pas remettre en question le principe de ce qu'il appelle pudiquement le développement séparé des races. Il faut trouver un moyen pour vivre ensemble l'un
l'une à côté de l'autre. Et la supprimation de l'apartheid ne signifie pas que tout le monde va être mis dans une même marmite, le melting pot, comme vous le connaissez aux États-Unis. Il faut mettre les pots l'une à côté de l'autre pour faire un arôme agréable pour tout le monde. Je crois que c'est là le grand mensonge qui persiste tout le temps, c'est le grand argument des bons chrétiens qui croient que on trouve là-dedans toute la justification morale pour l'apartheid. Et pour vous, les Afrikaners, est-ce qu'ils ont le droit d'être là au XXe siècle, en Afrique? En principe, ils ont le droit parce qu'ils ont survécu pendant 3 siècles où ils ont appris, et la langue afrikaner en est le preuve, je trouve, ils ont appris de s'adapter au rythme de ce pays, de commencer à penser dans une façon plus ou moins africaine, de se dissocier de plus en plus de l'Europe, des racines européennes, et de commencer à comprendre et de s'entendre avec l'Afrique. Mes ancêtres sont venus de la France en 1688. J'ai vécu ce pays 3 siècles. C'est le mien comme les autres. Il n'y a pas de question de me remplacer, déplacer, de me renvoyer, que je m'enfuis dans un autre pays dans l'avenir. C'est le seul point sur lequel tous les Afrikaners sont d'accord. L'Afrique du Sud est leur patrie et ils n'ont pas d'autre patrie que l'Afrique du Sud. Ek is 'n boer. Ek is 'n Afrikaner. En my mense het op 'n stadium met die Kaap uit weggetrek. En hulle gaan vestig in die Transvaal en die Vrystaat. Dit is die land van die boer. Die grense van die Transvaal en die Vrystaat en die nuwe Republiek Noord-Natal is ononderhandelbaar. Daardie gedeeltes is my mense se grond. Ons het die reg daartoe. Ons het betaal daarvoor by wyse van kontrak, van oorlog en van stryd.